Bonjour à tous. Merci Madame Ferry pour l'introduction. Donc, je m'appelle Clément Flo. Je suis un des trois cofondateurs de Noil. Noil, c'est une solution de rétrofit. Alors peut-être que certains d'entre vous savent déjà ce qu'est le rétrofit. Donc le rétrofit, c'est l'action de convertir un véhicule d'origine thermique en véhicule électrique ou à pile à combustible, en l'occurrence hydrogène. Et c'est notamment des véhicules 2 et 3 roues comme le soulignait Madame Ferry. Pourquoi on s'est lancé dans cette aventure il y a de ça 4 ans? Parce qu'en fait, le secteur des véhicules 2 et 3 roues euh, connaît finalement une lenteur à s'électrifier qui est extrêmement problématique. Si on attendait que le parc de véhicules en circulation, à peu près 40 millions de deux roues en Europe, soit renouvelé à la vitesse à laquelle il est renouvelé depuis des années, il faudrait attendre 2060 pour qu'on roule à 100% avec des véhicules dits zéro émission, en tout cas zéro émission à l'échappement. Et en l'occurrence, sur ce segment de véhicules, l'électrique est une solution technique qui répond bien aux enjeux. En tout cas, quand on regarde vraiment les scooters, ces véhicules urbains par excellence et utilitaires. Donc, il était nécessaire d'imaginer une solution pour accélérer cette transition énergétique du parc de véhicules en circulation, d'autant plus pour ceux qui ont un deux roues, peut-être un scooter, savent que le marché du véhicule neuf est aujourd'hui extrêmement limité. L'offre est soit séparée entre des véhicules importés d'Asie, soit des véhicules extrêmement onéreux notamment des véhicules comme on pourrait trouver chez BMW. Et donc, il n'y a pas d'alternative réellement aux véhicules thermiques euh, parmi les gammes de constructeurs, enfin, parmi les gammes des constructeurs en électrique neuf. Par ailleurs, la pression réglementaire est de plus en plus forte donc, à Paris, mais c'est pas la seule ville à appliquer ce type de réglementation. Le stationnement est devenu payant pour les 2 et 3 roues à essence, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules électriques. Et bien sûr, les 2 et 3 roues n'échappent pas au système des vignettes critères que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une classification des véhicules selon leur année de fabrication qui vise progressivement et d'ici à 2030 à interdire totalement la circulation des véhicules thermiques dans les zones à faible émission. Une zone à faible émission, c'est une ville aujourd'hui qui fait partie d'une liste restreinte de 11 métropoles, dont Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, mais qui à terme sera étendue aux 45 villes françaises comptant plus de 150 000 habitants. Donc, quand on regarde le parc de véhicules 2 et 3 roues, une très très grande partie des véhicules seront concernés et impactés par cette mesure. Finalement, on ne fait qu'anticiper une autre mesure, cette fois à la production de véhicules neufs thermiques en 2035. Alors, ce n'est pas vraiment la production, mais plutôt l'interdiction de commercialiser des véhicules thermiques neufs au sein de l'Union européenne d'ici à cette date. Face à cet énorme parc de véhicules en circulation, cette obligation de renouveler finalement les véhicules en circulation et un petit peu cette impossible solution à trouver pour les revaloriser, on s'est dit qu'une des solutions pouvait être de leur redonner de la valeur et finalement euh, mettre de la valeur dans les véhicules déjà existants en évitant de les envoyer au rebut, à la casse, et en les électrifiant. Donc, c'est ce qu'on a imaginé il y a 4 ans en développant un kit de conversion électrique qui se veut le plus facile et rapide à installer et qui s'appose directement sur un véhicule thermique. Donc là, la Vespa que vous voyez sur cette slide est une Vespa qui a été convertie à l'électrique grâce à un kit Noil qui se compose essentiellement d'un moteur qui est apposé sur le moteur d'origine pour limiter le nombre de pièces qu'on va retirer, qui finalement se trouvent être que des petites pièces moteurs, le pot d'échappement et le réservoir. On vient y insérer une batterie standard, amovible, produite en France, et de l'électronique pour gérer le tout. En fin d'année, on devrait approcher le millier d'unités converties
et on a bien l'intention d'imposer le rétrofit finalement dans le paysage des solutions qui vont permettre d'accélérer cette transition énergétique euh, vers finalement le tout électrique sur ce segment de marché spécifique, qui n'est pas forcément la solution pour tous les segments de marché, mais en l'occurrence sur le deux roues, est extrêmement pertinent techniquement. L'objectif, bien sûr, c'est de revaloriser l'existant, comme je vous le disais précédemment. Donc, on peut doubler la durée de vie des véhicules qui sont convertis en y apposant un kit d'électrification, tout en améliorant finalement les performances, puisque l'électrique offre un agrément de conduite rehaussé. On a plus de reprises, plus de couple, qui permet du coup de faire d'un véhicule qui a quelques années finalement un véhicule avec des performances améliorées, tout en conservant le design et donc en étant le moins intrusif possible dans le véhicule pour que le client, professionnel ou particulier, puisse évidemment conserver l'environnement de conduite qui était le sien et garder finalement le même usage qu'il avait de son véhicule. L'objectif est bien sûr d'apporter une solution qui peut avoir de l'impact à grande échelle. L'ADEME, donc l'Agence pour le climat, l'Agence gouvernementale pour le climat, avait en 2021 réalisé de démontrer finalement les économies en termes de CO2 euh, possibles grâce à la conversion à l'électrique d'un véhicule thermique en comparaison à l'exploitation de ce véhicule sur une période plus longue en thermique et par rapport à un troisième scénario qui consisterait à mettre le véhicule thermique au rebut pour acheter un véhicule électrique neuf. Finalement, le rétrofit sort grande gagnante de cette étude, de cette analyse du cycle de vie, pour deux raisons. La première, finalement, c'est qu'on a les mêmes bénéfices qu'un véhicule électrique neuf, en termes d'usage notamment, mais on évite aussi la production d'un véhicule en se concentrant uniquement sur le groupe motopropulseur, à savoir la batterie et le moteur. Donc c'est jusqu'à 3,5 tonnes de CO2 qui peuvent être économisées sur cette nouvelle vie finalement plus propre que le véhicule va pouvoir connaître. En l'occurrence, sur les données de l'ADEME, c'était une exploitation complémentaire sur à peu près 8 ans. Finalement, le rétrofit permet aussi, en valorisant l'existant, de permettre à toutes les personnes qui étaient privées finalement de leur engin de mobilité qui étaient atteints dans leur liberté de circuler avec, de pouvoir à nouveau circuler partout et finalement s'affranchir des restrictions à la circulation, notamment imposées par le système des zones à faible émission que j'ai évoqué et qui va se généraliser d'ici à 2030. Pour ceux qui en douteraient, le système des zones à faible émission n'est pas une excentricité française. Au contraire, c'est une mesure qui est maintenant adoptée partout au sein de l'Union européenne, zone à faible émission, dont seulement 11 en France. Donc des pays comme l'Allemagne sont allés beaucoup plus vite que nous sur cette réglementation, dans cet unique objectif de limiter la circulation des véhicules thermiques dans les centres urbains. L'objectif, si on remet de la valeur dans des véhicules existants, c'est pas d'en faire des produits jetables, ou au moins de s'assurer d'une pérennité la plus longue possible des composants qu'on intègre dans notre kit et donc qui sont installés sur le véhicule. Pour ce faire, chaque kit d'électrification est de boîtier télématique, donc un boîtier connecté, qui va permettre d'extraire du véhicule l'ensemble des informations associées à l'état de santé des composants, notamment la batterie, le contrôleur, le moteur, afin, en cas d'erreur, en cas par exemple de surchauffe du moteur, en cas de chute de l'usager, de pouvoir, si des alertes sont remontées, proposer à l'utilisateur rendez-vous chez son garage partenaire, enfin, chez son garage le plus proche, son garage préféré, pour l'encourager à finalement entretenir son véhicule et potentiellement intervenir avant qu'il y ait une casse. Bien sûr, en tant que constructeur de kit, on est obligé d'apposer une garantie donc de 24 mois, mais l'objectif est bien sûr de faire durer nos composants le plus longtemps possible pour donner toute la valeur à cette électrification, finalement, ce rétrofit, et imaginer peut-être demain pouvoir faire vivre une seconde vie à nos composants, donc à nos kits d'électrification, qui
transposer d'un véhicule à l'autre si finalement euh, le, le- le véhicule receveur du kit dans sa première vie a duré moins longtemps que le kit, notamment en cas d'accident. Voilà, c'était une courte introduction sur le sujet du rétrofit, notamment celui du véhicule 2 et 3 roues qu'on connaît particulièrement chez Noil, puisque c'est le 100% de notre activité. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur notre activité euh, et potentiels liens de ce qu'on fait avec notamment l'analyse de la valeur. Y a-t-il parmi vous des mains qui se lèvent? Ouais, moi je veux bien prendre la parole si personne Non, n'est apparemment, non. motivé. Vas-y. Bon, il se trouve que c'est moi-même qui ai fait la partie carbone du dossier de l'ADEME sur le rétrofit. Alors, ce que je trouve dommage dans la présentation, c'est que vous mettez pas en avant le premier intérêt de ce que vous faites. Enfin, selon moi. Alors, bon, peut-être que pour vous, c'est pas le premier, mais en fait, je trouve qu'il apparaît vraiment pas assez. C'est que le premier intérêt sur des deux roues, c'est vraiment la pollution. Il faut avoir pollution et aussi le bruit. Et la pollution, un deux roues par rapport au litre d'essence que ça consomme, ça pollue vraiment beaucoup en ville. Voilà, proportionnellement. Donc pour moi, le premier intérêt du rétrofit, c'est surtout de diminuer la pollution. Quand on suit un scooter, il n'y a pas besoin d'analyseur, ça pue. Ça pue. Alors que quand on suit une voiture moderne, bon, pour peu qu'elle ne soit pas dans son premier kilomètre, hein, lorsque le moteur est froid, en fait, on ne le sent pas, il faut des analyses pour pouvoir voir, sauf si vraiment elle est déréglée. Donc le premier intérêt de ce que vous faites, c'est de réduire même les ZFE. Même sur un petit village qui n'est pas du tout une ZFE, c'est vachement intéressant que celui qui se promène en scooter dans le village, il vire son scooter thermique pour l'odeur, quoi. Enfin, voilà, ok. Donc, premier intérêt, c'est la pollution. Le deuxième, vous avez dit, ça évite de fabriquer une nouvelle voiture, un nouveau véhicule. Le premier intérêt, c'est pas tout à fait celui-là. C'est d'éviter qu'il soit revendu. En fait, le souci qu'on a sur les voitures thermiques de quelqu'un qui a une vieille voiture diesel et qui se dit, ah bah ouais, d'accord, ok, allez, admettons, je vais acheter, je sais pas quoi, une voiture électrique, ça pollue moins. Mais c'est que sa voiture diesel, il a envie de la vendre parce qu'elle a encore de la valeur. Et s'il la vend, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va continuer à être utilisée. En plus, c'est un véhicule polluant. Si c'est trop polluant pour le pays, elle risque d'être exportée. Et en fait, on exporte la pollution vers des pays tiers, par exemple au nord de l'Afrique. Donc, l'intérêt du rétrofit au niveau des matériaux, quelque part, le premier, c'est que ça garantit la mise à la casse du moteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne met à la casse que le moteur. C'est-à-dire vraiment la source de la pollution. Voilà. Donc, je pense qu'avant de dire ça évite de fabriquer un nouveau véhicule, d'abord, ça garantit le fait que voilà, le vieux véhicule thermique, il n'existe plus. Forcément, il n'y a pas de prime à la casse. Voilà, votre action physiquement fait disparaître de la planète le véhicule polluant. Voilà. Donc je Tout à voulais fait. indiquer ces deux trucs. Et par contre, vous mettez du coup, donc pas assez en avant à mon avis ça. En revanche, vous mettez en avant mais pour avoir passé beaucoup de temps avec l'ADEME, avec ce dossier, un peu trop même, en fait, j'ai eu des difficultés avec eux et vous avez conclu, ben voilà, en tonnes de CO2, c'est forcément mieux. Ben, la réponse est non. Ça a été des réunions difficiles avec l'ADEME pour leur dire, ben non, en France, pas forcément. Alors j'ai dû tourner mes graphiques de la façon, etc. Mais non, pas forcément. Si vous rechargez votre scooter, parce qu'évidemment, quelqu'un qui fait votre travail ne va pas poser un panneau photovoltaïque, comme j'expliquais, sur le toit. Ah, parce que je vais faire le rétrofit électrique de mon scooter, je vais poser deux panneaux sur le toit. Non, ça n'existe pas. Par contre, pour les entreprises, peut-être qu'elles vont faire une ombrière parce qu'il y a peut-être 20 scooters qui arrivent. Ça peut peut-être marcher. Donc attention, puis dans certains pays, comme j'ai dit, sur certaines îles, les îles françaises, la Guadeloupe, etc., où il y a beaucoup de deux roues thermiques, là-bas, c'est des centrales au fioul qui fabriquent l'électricité. Donc au niveau du climat, il n'y aura aucun gain. Par contre, il faut les substituer, tous. Il faut les virer, tous les scooters thermiques. Vous voyez, mais c'est pas pour le climat. Ok, tant pis, même si ça dégrade un peu, c'est pas grave. C'est prioritaire en ville de virer tous ces trucs. Et en Chine, vous avez dit en introduction, non, il y a plein de véhicules disponibles. Vous avez dit asiatique, effectivement. Le marché est colossal là-bas. Les grandes villes chinoises, il n'y a aucun scooter thermique. Les villes sont tellement polluées, c'est pas pour le climat qu'ils ont fait ça, hein. Voilà. Donc là, du coup, je pense qu'il faut reprendre un petit peu. Vous avez un super truc. Et je pense que vous, quelque part, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'en termes de présentation,
vous présentiez les meilleurs arguments qui sont pourtant les vôtres. Voilà. Et au niveau historique, le rétrofit n'est pas forcément électrique, hein. C'est le rétrofit électrique dont vous parlez. Le rétrofit, ça a été fait par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on rétrofitait en fait des véhicules avec du gazogène, par exemple, faute d'essence. Donc le rétrofit, ça consiste à changer la motorisation pour une autre motorisation d'un autre type complètement, qui peut être électrique. À une époque, il y a eu du gazogène. On pourrait très bien faire du rétrofit diesel en essence, hein, ou en gaz, pardon. Il y a une société sur des fourgons utilitaires qui propose du rétrofit sur des utilitaires français de mettre un moteur à gaz, en fait, pour passer au gaz naturel. Ils appellent ça rétrofit, effectivement. On passe d'un moteur diesel à un moteur à gaz naturel. Voilà, donc ce que vous faites, c'est du rétrofit électrique. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurent, pour votre contribution riche Mm. en éléments. Mais Voilà, mais moi je serais beaucoup plus en violent, hein. effet, vous avez bien nuancé. Pour moi, il faut une prime à ce que vous faites. Enfin, une prime à ce que vous faites, et c'est en fait l'équivalent de la prime à la casse, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une prime à la casse des scooters et une prime au rétrofit des scooters, mais les deux, pour que les gens ils aient le choix, soit de le mettre à la casse, pas de le revendre, hein, mettre à la casse et on achète un scooter neuf, malheureusement asiatique. Je suis d'accord avec vous, sinon c'est assez cher. Enfin, s'il a l'argent, tant mieux. Et la même prime pour exactement la même pour le rétrofit, du même montant, hein. Voilà. C'est une bonne nouvelle puisque c'est déjà le cas depuis 2020. Donc la prime à la conversion a été adaptée et en découle une variante qui s'appelle la prime au rétrofit et qui récompense du coup les utilisateurs Et c'est qui la même, je sais achètent plus. un dispositif de conversion électrique. Oui, C'est les mêmes montants, oui, c'est d'accord, voilà, le même texte mais c'est pas réglementaire. limité aux ZFE, ça peut être partout. Alors, a été mis en place fin d'année dernière, donc pour 2023, une surprime pour les ZFE pour encourager encore plus les habitants Ouais, mais pour moi, je sais pas, et pour les moi, gens qui travaillent en c'est pas ZFE. raisonnable. Ouais, pour moi, non. Elle devrait être partout pareil, la même. Du coup, un peu plus grosse partout. Il n'y a pas de raison que le petit village, ça pue tout autant, hein, que le véhicule il circule. C'est c'est- 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 c'est ce qu'on a demandé au gouvernement dans le cadre du projet de loi finance qui est en cours de négociation, et notamment puisque les gens qui habitent au contour des zones à faible émission sont potentiellement encore plus impactés s'ils s'y rendent pour le travail ou en tout cas la traverse, même si c'est pas pour le travail, pour des usages euh, personnels. Donc, en effet, hein, je vous rejoins sur ce côté-là, par souci Puis d'équité et de il y a cohérence, un autre point que vous pouvez elle n'est mettre pas en avant forcément aussi. bénéfique. Ouais, un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les usines de batterie, quand on me demandait, par exemple, j'ai été un des experts missionnés pour la commission du débat public pour l'usine de Douvrin qui vient d'ouvrir, en train de me demander à l'époque Covid, donc en tant qu'expert, de dire, mais qu'est-ce que vous en pensez finalement? C'est bien ou pas cette usine? Et ce que je leur ai répondu, c'est ça dépend des batteries qui vont sortir. C'est-à-dire que je leur ai dit, si c'est des batteries pour des deux roues, des bus, des véhicules assez citadins, compacts, etc. Donc quand je dis deux roues, rétrofit et pas rétrofit, les deux. À ce moment-là, ça sera une réussite. Si on sort que des grosses batteries pour des SUV de 2 tonnes, on sera passé à côté du sujet. Et donc, il manque presque un slide dans votre présentation qui est de dire un SUV de 2 tonnes, et vous pouvez même trouver aux États-Unis 2 tonnes et demie ou 3 tonnes comme le Cybertruck, mais en fait, avec une batterie du coup de 500 kilos, etc., qu'est-ce qu'on fait? On met tout dans un modèle premium, pas premium, un gros SUV et tout ça. Bon, d'accord, admettons que cette personne, elle aurait acheté un véhicule essence, ça fait tant de pollution en moins et éventuellement tant de CO2 si l'électricité est pas trop mal pas trop carboné. Mais en fait, si on divise cette batterie, parce que les métaux, c'est pas infini, hein, et les mines à ouvrir et tout ça, c'est colossal, hein. Dans votre graphique, votre 2035, moi, je mets des parenthèses, hein. Pour moi, ça va pas passer. On va le reporter. Et quand on va le reporter par manque de métaux, on va se dire, ah ouais, mais mince, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, on va se retourner et on va voir tous nos scooters thermiques en se disant, mais qu'on est bête. Et par contre, on va voir des énormes SUV et on va se dire, on est vraiment nul. On a mal affecté nos ressources. On a concentré les métaux sur des énormes batteries pour des véhicules surdimensionnés. Alors qu'en fait, en segmentant ça, pour un SUV de 2 tonnes et demie, vous savez mieux faire le calcul que moi, avec les mêmes métaux, vous rétrofitez 50 scooters. Je ne sais pas, c'est l'ordre de grandeur, c'est un truc comme ça. Donc, ou 30. Et là, vis-à-vis de la pollution de l'air, vis-à-vis de plusieurs critères, le bruit, etc., mais vous dites, mais qu'on est bête. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment un non-sens prioritaire en Europe. Ce n'est pas le cas en Chine, hein. En Chine, ça fait longtemps que les grandes villes chinoises, elles n'ont plus un scooter thermique. Ok. Tandis que nous, on est nuls. Sur ce sujet, il faut le dire. On est nuls. On a une mauvaise. Et ça, ça va vers, pour moi, ce que j'appelle l'Electric Gate. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, quand on aura vécu un Electric Gate, peut-être qu'on se dira à la sortie, bon, il faut peut-être revoir la manière dont on électrifie et peut-être revoir un peu les priorités.
bien sûr. Mais après, je pense que c'est l'application du tout électrique en fonction des segments qui est à revoir. C'est pas une solution clé en main pour tous les usages et en l'occurrence pour la voiture particulière, pas Hmm, nécessairement. voilà. Une des raisons qui nous a fait aussi choisir ce segment du deux roues. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques? Et votre batterie est amovible, du coup, j'y vais, hein. Votre batterie est amovible. Vous Oui, savez que allez-y. ça existe dans Oui, le monde des batteries amovibles. Il y a par exemple, Gogoro ou des boîtes comme tout à ça fait. qui essaient de proposer des standards. Même pas le syndicat, c'est l'association de plusieurs constructeurs de Consortium? scooters. Ouais, le consortium, voilà, le consortium, Consortium. vous avez raison, qui lui-même propose un standard de batterie. L'idée du standard, c'est d'avoir des mini-stations-service en fait, où on puisse avoir, il faut imaginer, je pense, hein, vous le savez peut-être mieux que moi, mais une station-service normale dans laquelle vous arrivez, il y a une espèce de rack où il y a une trentaine de batteries, mais toutes identiques, et du coup, hop, en 30 secondes, paf, vous l'avez échangé avec la vôtre. Vous développez votre propre batterie. Du coup, vous êtes propriétaire, enfin pas propriétaire, c'est votre batterie propriétaire, vous êtes les seuls en fait à l'avoir. Est-ce que vous faites ça parce que vous imaginez qu'à un moment, enfin pourquoi vous faites ça alors que du coup vous n'utilisez pas une batterie standard? Alors, les batteries standards aujourd'hui, elles existent à Taïwan Oui. parce que c'est plus simple d'imposer un seul et même une ville-pays comme Taïwan. Il y a une société qui a essayé de répliquer le modèle qui s'appelle The Way. La difficulté aujourd'hui, c'est le peu finalement d'autonomie qui était accordé avec cette batterie. Donc, pour finalement répondre aux besoins de nos utilisateurs, on a préféré avoir une batterie avec plus de capacité qui répondait aux besoins. Mais en effet, ce sujet de la standardisation de la batterie a été étudié puisqu'on a intégré ces batteries-là dans nos véhicules pour essayer d'allier à la fois ce service de batterie swapping et la solution qui permet de rendre tous les véhicules finalement électriques qui est le rétrofit. Malheureusement, aujourd'hui, c'était pas encore possible. Le consortium que vous évoquiez aujourd'hui n'a pas donné grand-chose. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, finalement, les constructeurs doivent mettre en commun ce qui, sur un véhicule électrique, fait aussi une différence concurrentielle, c'est-à-dire la batterie. Et qu'à date, ça n'a pas permis d'accélérer les choses. Mais dans tous Mhm. les cas, notre système peut demain laisser place à une batterie standard si un standard s'impose. Oui, avec une petite pièce Et puis quand d'interface, on avec aura un juste petit une peu petite plus pièce de poids d'interface, c'est ça que vous dites. à l'échelle nationale. Voilà, D'accord. Ok. exactement.